Quelle est ton activité dans Alors, dans la vraie vie de tous les jours, je suis femme de ménage à plein temps. Rien à voir, vraiment. Voilà, rien à voir. J'ai 3 enfants, une mère de famille lambda, une citoyenne lambda. Quoi. Voilà, tout simplement. Et alors, comment est-ce que ça a commencé ? Comment tu t'es dit, je vais me mettre à essayer d'intercepter justement des pédocriminels ? En fait, tout a commencé lorsque j'ai découvert un reportage de Carl Zero qui s'appelle Zandvoort, les fichiers de la honte, qui raconte un réseau pédocriminel. On est en 1999, début des années 2000. Donc, un réseau européen où il y a des milliers d'enfants qui ont été identifiés, donc violés, torturés. On parle de bébés, d'enfants, adolescents, etc. Donc, vraiment un reportage qui est traumatisant. Et de là, je me suis un petit peu renseignée, j'en ai regardé d'autres. J'ai vu Viol d'enfants, La fin du silence d'Élise Lucet. Et à force de chercher, je me suis réveillée un matin en me disant, c'est juste pas possible. On peut pas rester les bras croisés. On est dans un pays quand même où il y a des droits, où il est censé avoir une protection de l'enfance et qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc, on m'a rencardé sur la page Facebook de Stephen Moore, donc qui lui était lanceur d'alerte sur la question et qui avait déjà commencé à créer son premier avatar, son premier enfant virtuel qui s'appelait à l'époque Alicia. Ok. Et du coup, moi, je l'ai contacté en lui disant que je voulais agir aussi. Et de là, il m'a expliqué comment faire un profil d'enfant parce que il faut des codes, il faut savoir comment on fait. C'est pas un jeu. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai compris et j'ai réalisé avec stupéfaction que lorsqu'on met un enfant virtuel en ligne, il est alpagué par des dizaines et des dizaines d'hommes adultes, principalement des hommes, dont le but est d'avoir des rapports sexuels avec l'enfant. Donc, toi, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est un problème dramatique, ultra répandu, et qu'il est possible de peut-être essayer de faire quelque chose. C'est ça, tout à fait. À notre humble échelle, quoi. Ouais. Puisqu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Et on a décidé ensemble de monter un collectif et de montrer à travers différents reportages qu'on a pu faire, différents médias, donner les clés, expliquer comment on fait, sans se retrouver derrière les barreaux, parce qu'il y a quand même une législation à respecter. Et montrer que ce fléau est persistant, il est partout, et qu'il faut faire de la prévention auprès des enfants, auprès des parents surtout, et montrer que notre justice est défaillante, que notre gouvernement ne fait rien pour mettre les choses en place, ne fait rien pour protéger nos enfants. Donc on est vraiment là pour dénoncer un système et pour essayer d'agir pour protéger des enfants. Et alors, tu commences comment, en fait, très concrètement ? J'ai créé un compte, donc je prends des photos de mon visage que je vais rajeunir avec un filtre, donc je vais perdre 25, 30 ans, pour plusieurs raisons. Donc je peux pas prendre de photos de mineurs ou de personnes existantes pour pas être accusée d'usurpation d'identité, de droit à l'image, etc. Ensuite, je ne fais aucune demande d'amis, je ne fais jamais de demande de rendez-vous et surtout pas d'incitation dans le message parce que sinon, moi, pour le coup, je risque d'être accusée de provocation au délit. Ah oui. Donc ça, c'est très, très important. Il faut laisser le prédateur rentrer en contact et le laisser lui-même tomber dans sa perversion. Il ne faut surtout pas l'inciter, surtout pas répondre à ses avances, etc. Et le troisième point qu'il faut respecter, qui est très important, c'est que je rappelle qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis ni en Angleterre. Le bashing n'est pas toléré ici. Donc, il ne faut en aucun cas diffuser l'identité de l'individu. Mettre les captures d'écran comme ça sur Internet, c'est strictement interdit, en fait. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu crées le compte et c'est tout. Tu ne fais rien ? Je ne fais rien. Je me comporte comme un enfant lambda. Donc, je vais liker les pages de mes chanteurs préférés, des trucs sur les animaux, sur mes youtubeurs, etc. C'est souvent sur Facebook ou il y a d'autres réseaux ? Alors, principalement sur Facebook, mais on essaye de se mettre un petit peu partout parce que, évidemment, les prédateurs sont partout. Ils sont là où les enfants sont. Et ça met du temps à créer un faux profil comme ça, qui soit, comme tu disais, cohérent, où tu vas liker des pages, tu vas peut-être réagir à des choses comme un compte Facebook normal. Ça prend du temps ? Non, en fait, en 20 minutes, le profil il est fait. Vous pouvez avoir déjà 1 ou 2, 3 demandes d'amis. Après, une fois que le compte il est nourri tous les jours, etc., il faut en fait présenter que cet enfant il est réel. Voilà, c'est un enfant qui a une vie, donc il a des amis, il a une famille, il va à l'école, il a des hobbies, des animaux, etc. Donc il faut alimenter le compte en permanence. Faire des publications, etc. Et ça fonctionne. Et heureusement que ça fonctionne. À la fois, c'est malheureux, mais heureusement que ces prédateurs tombent sur nous et ça évite qu'ils aillent voir de véritables enfants. Et en moyenne, au bout de combien de temps ils arrivent au bout de combien de temps tu as tes premiers après contacts la création du compte. Après la création du compte. Alors au départ, quand on a démarré, ça va faire 4 ans qu'on existe. En l'espace de quelques minutes, on avait déjà des premières, des demandes d'amis. En 2 heures, on avait 20, 30, 40 demandes d'amis.
Maintenant qu'on a fait énormément de médias, on a vraiment expliqué ce qu'on faisait, on a eu quand même beaucoup de résultats concrets, j'ai l'impression qu'il y a eu une pression qui a été faite et ça a reculé quelque part les prédateurs sexuels. On a toujours autant, mais ça arrive moins vite. Voilà. Ça prend plus de temps, ça va prendre 1 jour, 2 jours. Et donc, ça veut dire que toi, à ce moment-là, ton emploi du temps, c'est que la journée, donc, t'es femme de ménage, ton travail normal, et le soir, tu vas derrière ton ordi et tu te mets derrière ce compte d'enfant et tu vas discuter avec ces gens. C'est ça, tout à fait. Il faut respecter un train de vie d'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que je sois connectée après l'école, le mercredi, les week-ends et les vacances scolaires. Tu le disais, il faut pas le provoquer, mais j'imagine qu'il y a un moment où, comme tu disais, dans leur perversion, ils vont vouloir créer un contact, une rencontre. Toi, tu fais quoi à ce moment-là ? Tu y vas ? Il faut comprendre 2 choses. Déjà, la loi française. Nous, on se base sur l'article 227-22-1 qui dit clairement que le fait d'un majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans, la peine est passible de 2 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Si les échanges numériques sont suivis d'un rendez-vous, la peine passe de 2 à 5 ans. Donc, à savoir qu'il faut toujours que ce soit lui qui fasse la proposition de rencontre et pas nous, encore une fois, pour pas être accusé de provocation. Il est arrivé, mais c'est environ 5% de nos dossiers que nous sommes rendus au rendez-vous. Donc, j'en ai fait un à Bordeaux en 2019 où je me suis déguisée en jeune adolescente. J'ai pris les vêtements de ma fille, je me suis déguisée, j'ai mis une perruque, je suis allée au rendez-vous. Et l'individu a tenté de m'embrasser. Et de là, je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais, etc. Donc, c'est pour montrer qu'au-delà des messages, il n'y a plus de virtuel, il y a du réel. C'est que ces individus, ils se déplacent. Et à ce moment-là, du coup, quand tu confrontes la personne, est-ce que après le but, c'est d'amener cette personne Le but, c'est qu'ils soient en prison. Au tout début, d'ailleurs, à l'époque, nos relations étaient très, très ambiguës avec les forces de l'ordre. Ils n'acceptaient pas du tout ce qu'on faisait. Ils disaient que c'était illégal. Ils nous traitaient dans la loi. Et on a résisté, on a démontré que ce qu'on faisait, c'était dans les clous. Maintenant, je passe directement par les procureurs, on fait des signalements aux procureurs et les individus sont arrêtés et condamnés dans la plupart du temps. Alors, c'était la question justement que j'avais, c'est sur le... Est-ce que tu as des chiffres un peu sur combien... Alors, on a envoyé environ 110 dossiers à travers le monde, donc pas uniquement en France, donc c'est tous les pays francophones, donc France, Suisse, Belgique... Canada, évidemment. Là, on vient d'envoyer un signalement en Italie et au Salvador, donc on ne sait pas ce que ça va donner encore. Des retours que nous avons. Il faut comprendre que vu que nous ne sommes pas la réelle victime, puisque la victime n'existe pas, on n'a pas de retour. Donc, c'est au bon vouloir du magistrat ou du policier de nous dire les suites de l'enquête, des condamnations, ou alors on voit les suites dans la presse. Nous avons effectué 73 arrestations, dont 34 ont été condamnés. Il y en a qui ont pris du sursis, il y en a qui dorment en prison actuellement, qui ont pris du ferme. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Wow, mais il a fallu se battre pendant des années pour faire comprendre que c'est des individus qui sont dangereux. C'est réel. Tu disais constituer un dossier que vous envoyez au procureur, si j'ai bien compris. Ça veut dire quoi un dossier ? C'est tous les éléments que vous avez pu récolter Alors, il faut savoir que l'équipe, on est environ une 50aine. On a donc des intercepteurs, donc ceux qui vont jouer le rôle de l'enfant virtuel, et il y a les enquêteurs. Donc, d'accord. Fouiller la vie du mis en cause, donc son nom, son prénom, sa ville, ce qu'il fait dans la vie, tout ce qu'on peut trouver. Donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure en off, en open source. Voilà, toutes nos recherches, on les trouve soit dans les informations qu'ils nous donnent d'eux-mêmes dans les messages, voilà, parce qu'il y en a qui se dévoilent beaucoup. Ou ce qu'on peut trouver sur Internet de façon complètement légale. Parce que j'imagine que si jamais vous obteniez des infos illégalement, c'est pas recevable. C'est ça. Donc dans tous les cas, c'est impossible. On discutait justement juste avant de cette étape-là de essayer de rassembler un maximum d'informations sur les potentiels agresseurs du coup et sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur l'OSINT. Donc tu nous disais que dans le collectif, il y a des gens qui sont un peu informaticiens, etc., mais pas forcément tant que ça. Oui. Ce qui veut dire que si vous faites de l'OSINT, si en tout cas cette cause vous parle et que vous voulez y consacrer de leur temps, je vois que dans le chat, il y a beaucoup de bravo, de gens qui sont impressionnés par ce que vous faites. Mais c'est gentil, mais c'est rien. On est de simples parents pour la plupart, on est des bénévoles et on montre juste qu'avec de la détermination et de la volonté, on peut arriver à faire quelque chose. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et je sais qu'il y en aura plein, en tout cas, qui voudront peut-être vous aider. Donc c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Toi, qui as vu cette évolution pendant quelques années, est-ce que tu vois que
cette activité que vous faites actuellement, qui honnêtement est un truc qui devrait être de la police, quoi. Est-ce que tu vois que c'est en train d'aller dans le bon sens quand même, ou aucun changement? Quand on a démarré tout ça, ils étaient seulement 20 cyberpatrouilleurs sur tout le territoire français, contre 250 au Royaume-Uni. En fait, on se base sur ce qu'on appelle les pédo-hunters, donc les chasseurs de pédophiles en Angleterre. Ouais. On a pris leur modèle qu'on a adapté à la législation française, parce que là-bas, les arrestations sont effectuées à 50% grâce à des citoyens comme vous et moi. D'accord. Voilà, donc et nous, on aimerait pouvoir le faire ici et montrer que des citoyens lambda arrivent et peuvent aider la justice et la police qui sont débordés et qui n'ont clairement pas de moyens, parce que 20 cyberpatrouilleurs, c'est juste ridicule. Et avec la pression qu'on a mise ces dernières années à travers les médias, et puis à force de prouver que on arrivait à faire condamner des individus, le pourcentage donc de ces cyberpatrouilleurs est passé à 400%. Donc là, ils forment des policiers qui sont habilités, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On demande un cadre qui permet de travailler conjointement, mais légalement. Parce qu'en fait, ce travail commun, il existe, mais dans l'ombre. Et nous, on voudrait quelque chose d'officiel pour que ça aille plus vite. Parce que des fois, on va perdre du temps. On va attendre des mois et des mois, alors que c'est des individus qui sont dangereux. Beaucoup vont sur des sites pédopornographiques. Il y en a, on ne sait pas ce qu'ils font avec leurs enfants. Donc, pour nous, il y a urgence. Donc voilà, il faut que la loi là-dessus, elle évolue. Vous prenez des précautions pour faire... Enfin, comment vous mettez en place... S'organiser Comment vous organisez on n'y va pas tout seul. Okay. Alors déjà, voilà, c'est quelque chose qu'on essaye, qu'on évite de faire maintenant, puisque comme je vous dis, maintenant la justice prend le relais plus rapidement, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Okay. Mais à chaque fois que j'y suis allée, j'avais toujours des gardes-corps qui étaient à côté de moi, pas loin. On ne sait pas ce qui peut arriver, parce que dans les pays anglo-saxons, il y a eu des drames. Hein. Il y en a, ils se sont fait renverser par des voitures. Il y en a qui ont pris des coups de couteau. Donc voilà, après, on sait pas sur qui on peut tomber. Donc, on n'est pas des chevaliers. Voilà. Donc, c'est pour ça, encore une fois, c'est pas un jeu. Ça peut vite se retourner contre vous si vous respectez pas les règles. Et puis, c'est une activité qui, psychologiquement, est très difficile. On est amené à voir des choses qui sont juste horribles. Alors, nous, en tant qu'adultes, il faut imaginer un enfant qui reçoit des images qui sont juste indescriptibles. Je me demandais, moi, si parfois, j'imagine qu'il y a cette discussion qui se passe avant une rencontre, un truc comme ça, où on va demander des photos, des trucs comme ça. Comment vous faites dans ce genre de cas? On ne peut pas envoyer de photos. On ne peut pas envoyer de photos parce que déjà, ce serait de la provocation, ce serait de l'incitation. On n'en a pas, donc on trouve toujours une excuse en fait. Voilà. Donc après, il y a des choses que je ne peux pas trop dire parce que s'il y a des prédateurs qui nous écoutent, il ne faudrait pas que je dise toutes nos méthodes. On essaie de repousser au maximum. Après, ça commence toujours par des photos, mais il faut comprendre que eux, ils les envoient de leur propre chef. Ils envoient des photos de leurs attributs. Ils se masturbent devant ce qu'ils pensent être un enfant. Et ensuite, souvent, il y a ensuite une menace qui va s'installer, donc qui va menacer l'enfant. Tu dis rien à tes parents, sinon je te tue. Et de là, souvent on me dit oui, mais pourquoi les gamins ils vont au rendez-vous? Mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils sont tombés dans un engrenage où ils n'ont pas le choix, ils ont peur, ils peuvent pas le dire à leurs parents, ils sont menacés, ils sont complètement piégés ces gosses en fait. Et si vous savez le nombre de familles que nous contactent par semaine parce que leur enfant a été piégé par un cyberprédateur, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, tu disais que tu avais toi-même des enfants. Est-ce que ils connaissent la nature de ton activité? Est-ce que tu leur expliques? Oui, bien sûr. Ils savent ce que je fais depuis des années. Et moi, ça m'a permis de faire de la prévention auprès de mes enfants. Oui. Parce que ce que je trouve malheureux, c'est qu'en tant que citoyenne, je ne savais pas tout ça. Et si je ne faisais pas cela, j'aurais jamais pu prévenir mes enfants. Parce qu'on a aucun outil, on nous explique rien, on nous dit rien et on sait pas que ça existe. Ou alors c'est un problème que beaucoup on ferme les yeux, on le repousse parce que c'est un problème qui dérange, mais on n'est vraiment pas informé là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les parents sont suffisamment prudents sur l'usage des technologies, des réseaux sociaux, le fait d'avoir un portable très jeune? Je vais dire oui, à la fois oui et à la fois non. Il y a des parents qui vont être très prévenants, qui vont utiliser ce qui existe. Nous, on préconise souvent l'application Family Link de Google, qui est très bien, donc qui n'est pas encore assez poussée, mais qui permet déjà de veiller son enfant
à savoir contrôle parental, en fait. Il y a le contrôle parental, il peut pas installer les applications qu'il veut sans l'autorisation de ses parents, etc. Mais moi, c'est ce que je dis aux parents, c'est que on peut pas laisser un appareil numérique dans les mains sans lui avoir donné les codes. C'est comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo, on lui explique le code de la route. Internet, c'est la même chose. Après, il y a les parents, je m'en foutiste. C'est je donne l'appareil à mon enfant, j'ai la tranquillité, je sais pas ce qui se passe. Et ça, malheureusement, c'est des proies faciles pour les prédateurs, en fait. Il y a justement beaucoup de ces choses-là qui se passent sur ce terrain qui est Internet. Et une part de l'action qui peut être faite, c'est évidemment la justice, c'est aussi les développeurs, finalement, les gens qui créent les plateformes, les sites web, etc., puisque c'est beaucoup là où se passe cette discussion. Donc, ça nous a donné une idée de cette rencontre avec toi, c'est de regarder un petit peu justement quels étaient les outils qui avaient été développés pour essayer de lutter contre ce phénomène de la pédocriminalité. Le premier qu'on a trouvé s'appelle PhotoDNA. C'est sans doute l'un des plus anciens. Donc, il est développé à partir de 2009 par Microsoft et le Dartmouth College aux États-Unis. Alors, comment ça fonctionne? Donc, en fait, l'outil va créer un hash. Donc, c'est une signature numérique unique qui correspond à chaque image. C'est un hash qui n'est évidemment pas réversible. Donc, le fait de partager des bases de données avec ces hashes-là ne permet pas de retrouver la photo d'origine, évidemment. Mais en tout cas, quand éventuellement on est en train d'analyser un disque d'un suspect ou quelque chose comme ça, ou une clé USB, peu importe, on peut régénérer ces hashes et les comparer avec cette base de données immense de photos pour vérifier si justement il y a des trucs incriminants. C'est assez malin parce que ça n'utilise pas des technologies de reconnaissance faciale, ça identifie personne, enfin voilà, c'est assez léger, ça fonctionne tout simplement avec le volume de base de données d'images. Il semblerait que ce soit quand même pas mal efficace pour lutter contre l'exploitation des enfants. C'est utilisé par tous les réseaux du monde, donc Gmail, Reddit, Discord, les services de Microsoft, Facebook, Twitter. Et c'est même utilisé pour d'autres usages comme la lutte contre le terrorisme. PhotoDNA a, par exemple, anecdote, permis de supprimer des vidéos d'Al-Qaïda sur Facebook en 2008. Okay. Et 2018. 2018. Et en 2021, Google a fait 600 000 rapports d'images qu'ils ont détectés. Et 270 000. Et ils ont supprimé 270 000 comptes utilisateurs quand même. Ah ouais. Ouais, ça fait un volume. Oui, mais le problème, c'est qu'ils suppriment ces comptes et ils repoussent comme des champignons le lendemain. C'est comme les sites pédopornographiques qui vont être fermés au point A, ils vont rouvrir au point B. Donc il faut. C'est très dur à monitorer. Ouais. Le gouvernement a mis en place, enfin le fisc a mis en place un algorithme. On est en 2020, je crois, qui permet de détecter sur les réseaux sociaux les fraudeurs fiscaux. Donc là, ils mettent les moyens en place quand il s'agit d'argent. Mais par contre, pour mettre un algorithme qui permettrait d'éviter ne serait-ce que les pédocriminels entrent en contact avec des enfants, ça, ils le font pas. Il y a un autre nom qu'on a trouvé qui s'appelle le projet VIC, donc pour Victim First. Et il est géré par une ONG, The International Center for Missing and Exploited Children. C'est un site qui, pour le coup, a un fonctionnement un peu plus malin et évolué, puisque plutôt que d'avoir des bases un peu séparées qui vont se recouper, là, il y a une centralisation de tous les hashes qui ont été trouvés. Donc, c'est plusieurs millions de hashes de pédopornographie et qui sont directement, eux, pour le coup, en lien avec les autorités américaines, le département américain, etc. Et donc, ça permet de rassembler toutes les requêtes pour les enquêteurs quand ils trouvent des disques durs, des choses comme ça. Le troisième projet qu'on a trouvé, qui lui est encore plus avancé, qui va se baser sur des technos d'IA, pour le coup, c'est le projet Artemis. Alors, à quoi ça sert? C'est pour tout site qui a du chat, donc de la discussion. On disait c'est l'outil principal finalement où tout se passe. Et Artemis va repérer donc des modèles de communication dans les conversations avec de l'intelligence artificielle entraînée à détecter ce genre de trucs. Ils vont attribuer en fait une note sur la probabilité qu'un des deux participants essaye de se rentrer dans de la séduction, d'amadouer l'autre. Évidemment, on ne connaît pas les modèles ou les mots utilisés, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas dévoilé, parce que sinon... Mais il faudrait que cet outil soit partout, même sur Fortnite, par exemple, parce que les prédateurs, ils sont là-dessus. En fait, il faut comprendre... Sur Fortnite. Ils sont sur Fortnite, ils sont sur Roblox. C'est moi qu'il y a un système de chat. Eux, ils vont être là. Et un point aussi important, c'est que beaucoup se font passer pour des enfants. Ça, c'est vraiment le piège. Ils ont un discours enfantin, ils vont se faire un faux profil
et mettre une photo d'enfants et ils se font passer pour des enfants. Ils vont adopter les tournures de phrases, etc. Exactement. Ouais. Ceux-là, ce sont les plus dangereux. Stephen Moore, celui qui a l'initiative du collectif de tout ça, donc il est basé à La Réunion, a rencontré Emmanuel Macron en 2019 pour lui parler de nous. Emmanuel Macron nous soutenait, disait qu'il avait besoin de lanceurs d'alerte tels que nous, etc. Et il a dit, on change la loi et on met la responsabilité sur les plateformes. On est en 2022, il n'y a jamais... Les choses n'ont pas évolué à ce niveau-là. Les plateformes sont censées coopérer avec la justice et les hébergeurs d'accès aussi. Rapidement, normalement. Oui, normalement, rapidement. Mais il faut savoir que lorsque un policier va faire une demande d'adresse IP à Facebook, des fois, il a une réponse au bout de 6 semaines. Ça, c'est... Alors, moi, effectivement, on en avait un peu discuté. Et il y a un peu des mauvais élèves, entre guillemets. Il y en a certains où c'est plus facile que d'autres d'avoir des réponses de modération. Et c'est clairement intéressant de savoir justement qui, entre guillemets, qui met pas les moyens et fait pas le taf. Je reprends des questions que j'ai vues passer dans le chat. Ils se demandaient si la diminution que tu observais sur le temps que ça prenait pour avoir des premières demandes de déconnexion suspectes, etc. Est-ce que tu penses que c'est dû à l'effet que vous avez ou que la justice peut avoir, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit eux qui commencent à capter vos méthodes? C'est le but aussi. Ouais. C'est le but. Le but est à la fois de leur faire peur, de leur faire comprendre qu'on est là, et qu'ils soient plus en mesure de savoir avec qui ils parlent, s'ils parlent avec un véritable enfant ou s'ils parlent avec quelqu'un de notre groupe. Le but est là, le but est de les faire fuir, et le but est de leur montrer que maintenant, il y a des condamnations qui tombent. Maintenant, les gens dorment en prison parce qu'ils ont fait des propositions sexuelles à ce qu'ils pensaient être un enfant. Donc voilà, le but, il est là aussi. C'est de semer le doute dans leur... C'est ça. Ça te prend combien de temps de faire ça dans ta vie? Alors pour un intercepteur qui est motivé comme tous les membres de notre équipe, il passe environ 30 heures dessus par semaine à discuter avec les pédocriminels. En moyenne, si on compte les week-ends, les mercredis, les après-midi ou le matin avant de partir à l'école, c'est énormément d'heures. C'est quasiment un plein temps. Et puis psychologiquement, ça doit t'impacter quand même. Il y a des fois, on n'a pas envie d'ouvrir les messages, quoi. Ouais. Et on arrive quand même à avoir une vie... t'arrives à cloisonner les activités du coup et avoir une vie de famille? J'ai plusieurs rôles. Je suis à la fois maman, je suis à la fois Naïl Amro, je suis à la fois Stella, je suis à la fois femme de ménage, voilà. Et est-ce qu'il y a déjà des fois où tu as eu peur de te faire griller? Par exemple, dans une discussion ou... Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au langage qu'on utilise. Donc, on parle l'adolescent, j'ai envie de dire. Il faut prendre des cours, il faut se mettre à la page, parce que ça change tous les mois, j'ai l'impression. Il y a toujours des nouveaux mots qui sortent. Donc, oui, j'ai eu l'impression une fois de me faire griller. Donc, oui, il faut faire vraiment attention à comment on parle, aux heures de connexion, à ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il faut garder un journal de bord et prendre des notes, quoi. Non, c'est vraiment un travail sérieux. En fait, ça ressemble à avoir une légende, comme si tu faisais du renseignement. Ta légende, tu dois la maintenir, elle doit être cohérente. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et est-ce que tu as déjà eu peur de représailles Ah oui, parce qu'on a reçu beaucoup de menaces. Ok. Donc c'est pour ça que j'apparais masquée, c'est pour ça que je reste anonyme, c'est pour ça que j'ai signé le livre sous un pseudonyme. Ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde. Et parce qu'en plus, tu me disais, je crois, en off, que dès que vous envoyez un dossier à un procureur, en fait, là, pour le coup, c'est pas possible de l'envoyer anonymement. Au départ, on faisait ça de façon anonyme. Donc, des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Et après, ça passait plus. Donc, il a fallu que tout soit envoyé sous notre véritable identité. Okay. Donc, il faut savoir que les prédateurs que nous dénonçons savent nos identités, par conséquent, parce que nos noms figurent dans les procédures. Oui, c'est pas rassurant. Et donc, du coup, il faut aller... c'est quelque chose qui me dérange en soi. Ouais. Il y a un système qui existe à Montréal qui est super bien fait. Il y a un site internet qui permet de dénoncer n'importe quel crime de façon anonyme. Certains même vous payent pour ça. Ils vous donnent de l'argent pour vous remercier d'avoir permis l'arrestation de quelqu'un, tout à fait. Et le site est très, très, très bien fait. Nous, on l'a utilisé pour faire arrêter un Canadien. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Vraiment, il faudrait que... Faut s'en inspirer. Ah oui, vraiment. Tu parlais d'un livre. Oui. Donc, le titre, Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants. Signé sous pseudonyme, évidemment. Qu'est-ce que tu abordes dedans? Alors, dedans, je raconte toute l'histoire de notre collectif, le pourquoi du comment, et surtout ce à quoi nous, on a été confrontés, donc ce à quoi n'importe quel enfant peut être confronté. Toutes les horreurs qu'on a vues, les défaillances du système...
nos coups de gueule, nos peines, nos joies, nos victoires, nos défaites. C'est aussi un livre surtout en prévention qui peut être très dur à lire parfois parce que je ne lorgne pas sur les détails, mais je suis là pour montrer une vérité, pour montrer un fléau qui existe et que tout le monde doit en prendre connaissance. Là, on est à l'approche de Noël. Il y aura beaucoup de téléphones, de tablettes et d'ordinateurs sous le sapin. Ouais. Il faut vraiment, vraiment que les parents aient les codes, qu'ils s'informent, parce que c'est très important. Encore une fois, les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, les prédateurs sont partout. Et il existe des moyens très concrets que vous pourrez mettre en place, donc sous les conseils de ce livre, j'imagine. Bravo pour tout ce que vous faites. Oui, bravo. Et voilà, et on continuera de suivre tout ça, évidemment. Dans un autre registre, évidemment, on avait reçu sur ce plateau une dame qui traquait des arnaqueurs sur TikTok. L'histoire est incroyable. Une dame contre tous les arnaqueurs de la plateforme, et c'est elle qui gagne. C'est dans cette vidéo.